j'espère qu'après avoir trahi le peuple iranien, Trump ne va pas trahir Israël. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Taubman. Michel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste, écrivain et également expert du dossier iranien. Avec vous, je voudrais justement qu'on essaye de mieux comprendre ce qui se passe actuellement. Et je veux avoir tout de suite votre appréciation sur ces négociations entre les États-Unis et l'Iran. Alors, c'est vrai qu'on a assisté peut-être à un petit coup de frein depuis 24 heures. D'abord, votre appréciation personnelle, vous avez le sentiment que ça va aboutir, ça peut aboutir? Écoutez, mon appréciation personnelle, c'est d'abord l'inquiétude, hein. C'est une très grande inquiétude, car on n'a jamais, plus jamais dans l'histoire, on rassemblera une telle armada euh, aux portes de l'Iran pour mettre un terme euh, au programme nucléaire iranien et au régime aussi. Plus jamais dans l'histoire on rassemblera une telle armada. Et si cette armada plie bagage sans avoir obtenu le démantèlement durable, sérieux, définitif, pas des promesses en l'air, du programme nucléaire iranien, Israël se retrouvera dans une situation dramatique, c'est une situation, je veux dire, cauchemardesque qu'on n'aurait jamais pu imaginer, parce que ça fait 20 ans, 25 ans que je travaille sur le dossier, et j'ai toujours pensé, imaginé qu'un jour, il y aura un affrontement militaire qui permettrait de venir à bout, de faire mettre un pied à terre à l'Iran, c'est-à-dire qu'ils abandonneraient leur programme nucléaire pour de bon, pas des promesses, pour de bon, et que le régime, étant discrédité, allait progressivement ou rapidement s'effondrer. Et là, d'abord, il y a une chose qui me met très très mal à l'aise, et qui est propre, qui est vraiment très très significatif de l'époque trumpienne que nous vivons, c'est les négociations en direct, minute par minute. C'est pas ça la diplomatie. La diplomatie, c'est pas faire des tweets toutes les 5 minutes pour dire on va avoir l'accord le plus extraordinaire, et puis après pour dire non, on va pas faire l'accord, et puis après pour dire on va détruire l'Iran, et puis après pour dire on est sur le point d'aboutir, et puis après pour dire jamais l'Iran n'aura l'arme nucléaire. Donc tout ça, et puis après pour dire il faut que l'Arabie Saoudite rejoigne immédiatement les accords d'Abraham. On a l'impression vraiment que les États-Unis maintenant sont très discrédités d'ailleurs, hein, parce que là, c'est C'est pas ça. simplement ici. Ils sont discrédités dans les pays arabes, ils sont discrédités, j'ai des échos en Corée, en Asie, à Taïwan aussi, parce que ce qui se passe là inquiète beaucoup les gens de Taïwan. Donc moi, je dis toujours que je remercie le ciel d'avoir grandi dans un monde dominé par les États-Unis et pas par la Chine ou l'Union soviétique. Je ne souhaite pas pour mes petits-enfants qu'ils grandissent, qu'ils vivent dans un monde dominé par la Chine. C'est ça l'enjeu, voilà. Oui. Et vous avez le sentiment que ce que nous sommes en train de vivre, c'est effectivement peut-être le début d'un déclin des États-Unis au profit de la Chine. Alors écoutez, d'abord, méfions-nous. Oui, Méfions-nous des analyses hâtives oui, sur la base de l'actualité, d'une c'est information, vrai, c'est etc. vrai. Ce qui se passe, il peut y avoir aussi un retour de bâton. Oui, C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Iraniens qui se sentent très forts, les Iraniens jouent au chat et à la souris avec le président Trump, mais ils peuvent aller trop loin aussi, être trop sûrs d'eux, aller trop loin, et à un moment donné, il peut y avoir, il y a quand même, il y a des milliers de soldats qui sont là, qui sont dans le Golfe, hein, des soldats américains, il peut y avoir une provocation qui entraîne un engrenage et qui nous fasse à nouveau basculer dans la guerre. Mais vous savez, moi, je fais partie des gens qui sont plutôt pour la paix, hein. Moi, oui, d'ailleurs, j'anime un mouvement qui s'appelle Shalom c'est Salam. ça. Mais je pense que là, ce que le monde ne comprend pas, c'est que un Iran, une République islamique d'Iran, qui sortirait renforcé politiquement, parce qu'économiquement, ils ont perdu beaucoup, militairement, ils ont perdu beaucoup, il ne faut pas perdre ça de vue quand même, hein. La guerre n'a pas servi à rien, elle les Oui, a affaiblis, mais ce qui sortirait avec un prestige, le prestige de David
qui a battu Goliath, vous voyez, C'est ça. qui a fait reculer le grand Satan, c'est ce qu'on voit dans leur propagande, ça serait un danger existentiel pour Israël qui serait durable et qui pèserait sur les prochaines décennies, même s'il ne se dote pas immédiatement de l'arme nucléaire. Donc, je Vous dis que êtes, la vous partie êtes. n'est pas terminée. Alors, La partie n'est pas terminée. vous connaissez effectivement, la partie n'est pas terminée, mais et vous connaissez les Iraniens. C'est-à-dire, vous pouvez comprendre comment ils font pour tenir, c'est-à-dire cette capacité à tenir le choc, même si elle est factice, même si derrière la façade de la négociation, ou en tout cas de ce bras de fer où ils veulent se montrer forts, eh bien, il n'y a peut-être plus grand-chose. Oui, mais alors d'abord, la grande erreur des Américains et peut-être des Israéliens aussi, c'est de ne pas avoir pris la mesure du caractère très particulier de ce régime. C'est un régime théocratique, fanatique, euh, apocalyptique. Quand on dit le régime n'est plus dirigé par les mollahs, il est dirigé par les gardiens de la révolution, etc., c'est une dictature militaire. Ce sont à la fois de froids calculateurs, mais c'est en même temps des gens qui sont habités d'une mission divine. Et donc, leur vie ne compte pas. Et donc, quand on a cru que parce qu'on allait liquider, ça a été un coup de maître en quelques minutes, on a liquidé le guide suprême. Parce qu'on allait liquider le guide suprême, les principaux chefs du régime, Laridjani, etc., etc., de manière, alors sur le plan logistique, c'est un chef-d'œuvre, c'est-à-dire on arrive à loger les gens dans leur lit, dans leur appartement, etc. Mais on a vu que cet aspect technique, mais le régime était prêt à ça. Ça fait 20 ans qu'il se préparait à ça. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui pour d'autres serait une défaite, c'est dans n'importe quel pays, si le président est assassiné, comme ça, c'est une défaite. Pour eux, la mort est presque une victoire. Mais ça, dire, on le comprend maintenant, on le comprend même avec le Hamas dans la bande de Gaza, on le comprend même avec le Hezbollah au sud Liban. C'est pourtant quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est-à-dire que les Israéliens, ils sont pénétrés de ce genre d'appréciation. Ils auraient dû le comprendre depuis longtemps, ou même avec à plus forte raison depuis le 7 octobre. Comment on explique une forme de naïveté concernant cette capacité de résistance, de la résistance entre guillemets, bien entendu, du régime iranien? Alors d'abord, les Américains et les Israéliens, c'est pas pareil, hein. Les Israéliens sont quand même beaucoup, beaucoup plus informés, beaucoup plus réalistes Oui, sur ce que représente la République islamique d'Iran. Donald Trump, lui, sa formation, c'est le business. Donc, et d'ailleurs, son conseiller, c'est un agent immobilier. Donc, il oui, pense qu'on peut négocier avec les gens. oui. Donc, il pensait que on allait faire peur. Ouais, on a tué votre chef, on va en prendre un autre, on va négocier avec lui, comme on peut faire au Venezuela. Mais la République islamique d'Iran, ce n'est pas une simple dictature. Je veux dire, en Égypte, on avait un Moubarak qui a fait tirer sur la foule. Il y a eu 100 morts. Au bout de 100 morts, il est parti. L'armée l'a renversé. En Tunisie, Ben Ali, il est parti. Là, ce n'est pas des gens qui partent au bout de 100 morts, 2000 morts, de 2000 morts. Je vais vous raconter une anecdote. Je participais à un colloque à Paris en 2011-2012 au moment des printemps arabes. Et je crois qu'on était tous, il y avait Frédéric Ancel, il y avait Bruno Tertrais, et on était tous autour de la table et on disait, bon, le régime il y avait les manifestations monstres en Syrie, et on a tous dit, de toute façon, le régime de Bachar al-Assad va s'effondrer comme les autres. Et il y a quelqu'un, c'est pas moi en tout cas, mais quelqu'un d'autre, Frédéric Ancel ou un autre, qui a dit, non, 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 ce régime ne s'effondrera pas. Ils vont tuer toute leur population, mais ils resteront. Et ça, c'était une chose qui était inimaginable. C'est-à-dire que Bachar al-Assad, bon, il est parti au bout de 12 ans, mais il a tué des centaines de milliers de Syriens. Et eux, quand on dit ils sont affaiblis, alors l'économie est affaiblie, les gens ne peuvent plus payer les salaires, etc., etc. Oui, mais ce n'est pas le problème des dirigeants. Alors, Le problème des dirigeants, ils ont une mission divine qui est de répandre l'islam, de diriger le monde islamique. Alors après, ça se heurtera à des réalités, hein, parce que le pays est quand même exsangue, les dégâts qui ont été causés sont importants, les centrales nucléaires sont abîmées, il va falloir payer tout ça, mais justement, il ne faut pas les aider, il ne faut pas maintenant dégeler les avoirs, il faut maintenir la pression,
il faut les étrangler économiquement Oui. et il faut créer une situation où la population pourra se soulever et Alors renverser. justement, j'allais exactement en venir à la population parce que cette opposition, vous parliez, on sait vos relations, votre proximité avec le prince Reza Pahlavi. C'est-à-dire, cette opposition finalement, est-ce qu'elle n'est pas, même si elle est réelle, est-ce qu'elle n'est pas beaucoup moins importante qu'on aurait pu l'imaginer, que finalement, dans ce pays, dans ce régime, après 46 ans de dictature théocratique, comme vous l'expliquiez, eh bien, il y a tout de même une partie importante de la population qui est endoctrinée, qui soutient ce régime, et que les opposants, ceux qui sont restés fidèles, on va dire, à la culture occidentale, eh bien, ils restent malgré tout peut-être même minoritaires. Alors, attendez, non, alors, tous les sondages indiquaient avant la guerre, mais je ne pense pas que ça ait beaucoup changé, que le régime n'était plus soutenu que par 20% de la population. 20% de la population, mais ce n'est pas n'importe quel 20%. Ce sont les gardiens de la Révolution et leurs familles, ce sont les fondations religieuses, ce sont ceux qui sont les maîtres économiques du pays, puisque c'est une économie, c'est pas une économie de marché, c'est une économie de mafia. Donc ce sont eux qui sont les maîtres économiques et militaires du pays. Mais ils ont Et été c'est ce touchés quand même, noyau-là. ils ont été affectés par ce qui s'est passé pendant Oui, deux bien sûr, mois. ils ont été affectés, ils ont perdu des gens, etc. Mais c'est un pays de 90 millions d'habitants. Donc même si vous tuez 10 000, 5 000 personnes, il y a 90 millions d'habitants. C'est pas Gaza. Il ne faut pas répéter le schéma de Gaza, ça n'a rien à voir. Euh, et ensuite, donc la majorité de la population est hostile et reste hostile. Et on a fait récemment un webinaire de Shalom Salam avec des Iraniennes et les gens sont hostiles. Simplement, il ne suffit pas d'être hostile, il faut avoir une perspective. Et la perspective. Alors, quand même, les Iraniens descendent dans la rue régulièrement, Oui, je dirais depuis 1906. oui. Et puis, ces dernières années, ils sont descendus dans la rue euh, en 2017, en 2019, en 2022. Et là, ce qui s'est passé et qui n'est pas à l'honneur du président Trump, c'est que le début janvier, le 9 janvier, le 10 janvier, ils sont descendus dans la rue et il a dit allez-y, prenez les institutions, prenez le pouvoir. Oui, Il a dit l'aide est en route. l'aide est. Voilà. Et c'est une trahison épouvantable. Et je dirais, j'espère qu'après avoir trahi le peuple iranien, Trump ne veut pas trahir Israël. J'espère que non. Hein. Mais là, on est quand même. Comme pourquoi il a dit ça? Comment peut-il s'être vanté, vous voyez, comme un gamin, les gens, et ça je le sais par des sources iraniennes, les gens sont descendus massivement dans la rue et les 30 ou 40 000 personnes tuées en 2 jours, 30 ou 40 000 personnes tuées en 2 jours. La guerre de Gaza a été meurtrière, on l'a assez répété, Oui, oui, mais c'est environ 50 000 personnes, 60 000, 70 000, je ne sais pas, en deux qui ont ans, été tuées en 2 ans. En 2 ans. Et puis dedans, il y avait des gens armés. bien sûr. Là, c'est des civils qui ont été massacrés en 2 jours dans les rues de Téhéran, sous les yeux de leurs familles. Hein. Et donc, ceux qui ont été massacrés, c'était les plus déterminés, c'était les organisateurs de la révolte, c'était les cadres du mouvement. Eh bien, après un tel coup, est-ce que vous pensez que derrière, les gens vont redescendre dans la rue immédiatement? Alors, je n'ai pas de doute que dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, il y aura à nouveau une révolte en Iran. Parce qu'il y a un trop grand décalage entre ce régime de cinglés. C'est un régime de cinglés qui propose aux gens de mourir en martyrs. Vous voyez, c'est Gaza, c'est le Hamas, mais puissance 10. Oui. Bon, dans un grand pays, avec une grande culture, avec des gens qui ont un niveau d'éducation très élevé, etc. Donc ça ne pourra pas tenir éternellement. Et donc le seul espoir qu'on puisse avoir, c'est que même si la guerre s'arrête, même si le programme nucléaire reste en place, ce qui est quand même dramatique, parce que c'était pas la peine de déchirer le JCPOA d'Obama Oui, et de blâmer pendant 10 ans Obama pour faire quelque chose qui ne sera pas mieux, et oui, peut-être même pire. peut-être pire, Mais oui. même si il faut garder l'espoir que le peuple iranien, à un moment donné, se révoltera. Mais on se heurtera à la même chose. Est-ce que tout seul, à main nue, sans une aide militaire extérieure, il pourra gagner? C'est compliqué, c'est très compliqué. Eh bien, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Michel Taubman, de nous avoir éclairé sur votre appréciation donc de
de cette situation très très problématique, hein, et on le comprend d'autant plus qu'on la vit ici en Israël. On a aussi ce sentiment d'embarras, de malaise par rapport aux dernières décisions de Donald Trump, tout en tenant compte du fait que, eh bien, c'est possible que demain, eh bien, Oui. on se redirige à nouveau vers Oui, tout peut basculer aussi. voilà, c'est ça, tout peut basculer. En quelques heures, on peut rebasculer dans la guerre. Voilà, on peut rebasculer dans la guerre. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé. Merci, Daniel. Bonne continuation. À bientôt, Michel.